Donc je vous ai mis plein d'images pour faire des tests aujourd'hui. On n'aura sans doute pas le temps de tout faire, mais bon, il y a encore demain. Euh, voilà, on va faire rapidement certaines choses. Je vous propose de commencer par celle-ci, qui s'appelle 56 349. Donc, quand vous double-cliquez sur elle, je suppose qu'elle ne s'ouvre pas dans Photoshop. D'accord. Ça, c'est parce que le JPEG, l'extension de fichier ici, n'est pas réglée comme pour s'ouvrir dans Photoshop. Donc, vous pouvez déplacer, vous glissez dans Photoshop, sur l'icône Photoshop, ou alors au départ de Photoshop, vous faites fichier ouvrir. Ok. Donc, déjà là, je vois qu'au niveau des couleurs, c'est pas la même chose que sur ma petite icône ici. Les couleurs, le rouge foncé, je ne le retrouve pas tel quel ici. Donc problème de profil couleur, qui n'arrivera pas à chaque fois. En fait, c'est parce que le Photoshop ici est réglé pour, de manière professionnelle, en fait, pour travailler dans l'espace professionnel Adobe RGB. Et au niveau de l'ouverture ici, les choses sont décochées. Ça veut dire qu'il ouvre l'image, il ne trouve pas de profil dedans, il considère que c'est du Adobe RGB. Il considère que c'est du Adobe RGB, mais en fait les couleurs sont mauvaises du coup. Donc je dois lui préciser que c'est pas du Adobe RGB, c'est du sRGB. Vous avez la même chose aussi chez vous? Vous avez eu un message concernant les profils, ou est-ce que vous voyez la différence de couleur entre l'image dans Photoshop et l'image telle qu'elle apparaissait mais vous avez peut-être pas fait apparaître les icônes en fait. Hein, les icônes. Mais enfin voilà, vous voyez qu'il y a une différence de couleur, c'est pas les bonnes couleurs. Les bonnes couleurs étant celles choisies par le créateur de l'image, même s'il a des goûts pourris, c'est ça les bonnes couleurs. Parce qu'on entend souvent parler des bonnes couleurs. Et on confond souvent les couleurs. Les bonnes couleurs, c'est quoi? C'est pas les couleurs qui me plaisent, c'est en fait les couleurs que le créateur de l'image avait choisies. C'est ça les bonnes couleurs. Donc même s'il avait des goûts foireux et que sa création n'a pas des couleurs qui me plaisent, les bonnes couleurs, c'est celles qu'il a choisies. Voilà. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Quand on discute de correction couleur et de contrôle couleur dans le monde du graphisme, on entend souvent parler donc des bonnes couleurs, et là, derrière ça se cachent parfois des choses assez différentes. Donc menu édition attribue un profil sRGB, et donc là les couleurs sont celles de l'image ici, c'est bon. Donc si je vous montre cette image ici, c'est pour vous montrer comment supprimer rapidement le fond blanc, tout simplement. Alors je vais utiliser la baguette magique puisque c'est une image assez infographique, c'est pas photographique dans ce cas-ci. Donc on peut utiliser un outil qui normalement est assez foireux parce que sur les photos ça sélectionne mal. C'est très vieux, la baguette magique, ça date de la première version de Photoshop. Donc il se cache en fait derrière l'outil de sélection rapide. Vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous allez chercher la baguette magique là. Vous l'avez? Donc l'outil de sélection rapide, on l'avait utilisé en fait sur le premier jour sur la photo de l'éléphant. Et pour rapidement faire une sélection sur une photographie, c'est pas mal. Mais dès qu'on a affaire à des fonds unis comme ceci, il vaut mieux la baguette magique. Donc typiquement, quand on travaille sur du web aussi, ça pourra servir pour faire des interfaces web. Donc vous cliquez n'importe où sur le fond blanc, et ça devrait sélectionner le fond blanc. Ok. Est-ce que ça vous a sélectionné aussi le blanc à l'intérieur des lettres? Non, d'accord. C'est parce qu'en fait cette option-ci n'est pas est cochée. Si elle était décochée, ça vous aurait sélectionné aussi tous les blancs en fait. Pixel contigu, donc ça n'a sélectionné que la zone sur laquelle j'ai cliqué, même s'il y a d'autres zones dans l'image qui ont la même couleur. Bien, donc on va maintenant faire apparaître la palette des calques. Enfin, en tout cas, chez moi, je dois la faire apparaître parce qu'elle n'était pas là. Et dans la palette des calques, on voit qu'on a affaire à un calque verrouillé qui ne peut pas avoir de transparence. Et justement, je veux rendre le fond blanc transparent.
Donc là, c'est mal barré. Il est verrouillé, c'est normal, c'est une sécurité chez Adobe pour que des débutants en Photoshop n'aillent pas modifier l'opacité du calque d'arrière-plan, ce qui nous donnerait à l'écran un résultat qui ne s'imprime pas pareil que ce qu'on voit à l'écran. Donc on va simplement double-cliquer sur le calque d'arrière-plan, cliquer sur OK, il se transforme en calque 0, le verrou n'est plus là, et les curseurs opacité apparaissent. Ça veut dire que l'opacité de ce calque peut être modifiée d'une manière ou d'une autre. On peut désormais avoir la transparence sur le calque. Alors vous vous dites sans doute qu'il suffit d'enfoncer la touche suppression, ben on va essayer. Touche delete sur le clavier. Voilà, comme on le voit, on a le damier qui symbolise la transparence. On a donc supprimé le fond blanc. Mais il est possible que si on zoome, on voit sur le bord des pixels blancs. Il est possible que parfois on ait des pixels blancs qui apparaissent, surtout sur des images qui comportent peu de pixels. Mais bon, ici ça a l'air d'aller. Je vous montre quand même comment procéder si votre image garde un bord blanc. Ça se verra quand on zoome. Ben, il va falloir dilater la sélection. La sélection du fond blanc, là, la dilater pour qu'elle aille manger un peu l'objet. Et ça se fait par menu sélection, modifier, dilater. Sélection, modifier, dilater. Et là, on indique une valeur de pixels, 1 ou 2. Et ça va dilater la sélection, et donc ça va aller plus dans l'objet. Je suis en train de zoomer pour qu'on voit vraiment l'effet quand je vais le faire, parce que sinon, ça ne va pas se voir. Sélection, modifier, dilater. Ok, je vais appuyer sur OK. Et voilà, la sélection a un peu bougé, elle est rentrée dans l'objet. Et donc là, il suffit de faire un nouveau delete et le bord blanc sera supprimé. Enfin blanc, ça pourrait être n'importe quelle couleur d'ailleurs. Si vous mettez 2-3 pixels, ça va mordre plus. C'est dans les cas désespérés où on a vraiment un gros bord blanc ou de couleur qui est resté. Ça dépend. Parce que ça marche aussi si le fond avait été en couleur, évidemment. Ça fonctionne aussi, ceci. Si elle avait été l'explosion ici sur un fond bleu, ça marchait tout aussi bien. La baguette magique sélectionne simplement les surfaces unies de couleur. Voilà, donc ça c'est l'astuce. Alors, on peut désélectionner, menu sélection, désélectionner. Et alors cette image, il ne faut surtout pas l'enregistrer en JPEG, parce que le JPEG, le format JPEG, ne peut pas intégrer de la transparence. Il y a le format Photoshop, faites fichier enregistré sous, et le premier format de la liste ici, Photoshop, format natif du logiciel, donc, c'est-à-dire c'est, oui, le format du logiciel, est capable d'intégrer tout. Et donc si vous enregistrez au format Photoshop, vous allez avoir votre image, cette fois-ci, avec la transparence dans l'image. Bien sûr, l'extension ne sera plus la même. Ce ne sera plus du JPEG, elle était en JPEG hein, au départ, cette image-là. Oui, elle était en JPEG, on la voit là. Donc impossible d'avoir de la transparence dedans. Mais donc en Photoshop, il y aura de la transparence. Et elle est utilisable dans tous les logiciels Adobe, même pour faire la mise en page, contrairement à ce que certaines personnes qui sont depuis longtemps dans le métier vont vous dire, si vous faites de la mise en page, vous n'êtes pas obligé de faire le format EPS. Vous pouvez très bien faire avec des mises en page avec le format Photoshop. Ça a plein d'avantages, c'est vraiment très intéressant. Seul inconvénient, c'est que c'est lourd, et quand on fait des publications avec des milliers d'images dans un catalogue, c'est vrai qu'on a parfois intérêt à travailler autrement. Mais pour des magazines qui contiennent seulement quelques dizaines d'images, c'est tout à fait bien de travailler au format Photoshop. Bien sûr, si je veux récupérer sur le web, dans un site ou n'importe où, affiché sur le web, l'image avec la transparence, je dois l'enregistrer au format PNG. Le format PNG est le format lisible par les navigateurs web, les images avec transparence. Ok, on peut fermer cette image et on va passer à la suite. Alors, il y a différents exercices possibles ici. On va rapidement voir maintenant comment supprimer le fond quand on a affaire à des objets complexes et avec un fond qui n'est pas bien uni. Donc, est-ce que vous voyez
Botanical ici, espèce de betterave ou je ne sais quelle horreur. Paraît que c'est bon pour la santé. Donc voilà. Alors j'ai jamais essayé sur cette image, hein, mais je vais utiliser avec vous la technique qui permet de supprimer rapidement le fond. Alors plutôt que d'utiliser la baguette magique ici, parce qu'on a quand même des choses assez fines à préserver, et ça, la baguette magique, elle est très mauvaise sur des choses subtiles qui ne sont pas de l'infographie comme ce qu'on a vu avant. Eh bien, on va procéder autrement. Je vous avais dit que c'est moche, hein, c'est vraiment insoutenable. Si on ne regarde que cette partie-là, arrêtez de rire, franchement. Alors voilà, on va procéder au début comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller le calque, on va double-cliquer sur lui pour le transformer en calque 0. Ainsi, il peut avoir de la transparence. Alors, pour bien vérifier que ça fonctionne, ce qu'on va faire ici, on va mettre un calque en dessous de celui-là, et on va le remplir d'une couleur qui est vraiment très différente de ce qu'on trouve dans l'image. Donc, par exemple, du rouge. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rouge dans l'image, donc ça va fort contraster, c'est bien. Ça va me permettre de vérifier que ce que je vais faire après fonctionne bien. Ce que je suis en train de vous montrer ici est vraiment très intéressant pour arriver à sortir un objet de son fond. J'ai parfois expliqué ça à des personnes qui, une fois que l'explication a été donnée, étaient de extrêmement mauvaise humeur, parce qu'elles se sont rendues compte que ça faisait des années qu'elle passait 2 ou 3 heures à la main, au pinceau, supprimer le fond, alors qu'il y a une technique qui permet de le faire très rapidement. Donc, mortalité de l'histoire, on a toujours intérêt à se former, hein, et à investir un peu de son temps dans la formation. Mais bon, en même temps, c'était aussi à une époque où le web était moins répandu, donc on n'avait pas le réflexe d'aller voir sur le web s'il n'y avait pas des solutions. Je parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années, en fait. Donc c'est pas du tout la couche alpha qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire ici, c'est encore plus rapide. C'est ce qu'on appelle l'écrêtage de luminosité. On va se servir de la luminosité de l'image pour rendre certains pixels transparents. Alors, il faut double-cliquer sur le calque, sur la vignette, et on voit apparaître les styles de calque. Bon, ceci dit, on obtient la même chose si on va dans le menu calque en haut de l'écran, style de calque, option de fusion, ou voire même évidemment aussi le raccourci qui... non, pas par là. Ok, double-clic, et vous avez ici les curseurs d'écrêtage. Celui qui nous intéresse, c'est celui du dessus, qui va nous permettre de faire de la transparence en nous basant sur la luminosité de l'image. Qu'est-ce qu'on veut rendre transparent? Les pixels les plus clairs. Donc on va prendre le curseur ici et le déplacer. L'indicateur là, sur le curseur du dessus, on le déplace vers la gauche. Pas spécialement beaucoup, hein. Allez-y, voilà. Donc, oui, il ne faut pas hésiter, parce qu'en plus, si je clique sur OK et que je reviens dedans, c'est du non destructif, parce qu'en fait, les pixels qui ont été rendus invisibles, ils sont toujours là, sur le calque, mais on ne les voit pas dans l'image. Donc, je redouble-clique. Alors, on a deux problèmes. On a un problème ici, le centre de la betterave est devenu transparent. Et il n'est pas possible, avec cette technique, de dire que ça ne s'applique que sur une partie de l'image. Donc, ça s'applique sur tout, en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une solution. C'est logique qu'il y ait parfois des petites choses qui foirent là, comme ça. Deuxième problème, il est possible que si on zoome sur les parties qui étaient subtiles, ben on voit que c'est devenu vraiment infographique. Il n'y a que deux niveaux de transparence, en fait. Je vais quitter la baguette magique, sinon on va croire que ça se fait avec la baguette magique. Ça n'a rien à voir, en fait. Hein. N'importe quel outil activé dans la palette des outils, pendant que je suis en train de faire ça, ça se passe ici dans la palette des calques, en fait. Donc vous voyez, il n'y a que deux niveaux de transparence. Soit c'est transparent, soit ça ne l'est pas. Donc, pour le problème des niveaux de transparence qui me font des choses bizarres là, ben on va zoomer sur une partie qui pose problème, justement, une partie où il y a de la subtilité au niveau des nuances. Et on va séparer en deux
le petit indicateur ici en enfonçant la touche Alt sur le clavier et en bougeant. Et là, vous avez une transition entre ce qui est visible à gauche et ce qui est invisible à droite. C'est une transition et on a créé des différents niveaux de transparence. Voilà. Alors peut-être que la question que vous avez posée, c'est tiens, on le fait sur un fond de papier ici, vieux papier, parchemin ou je ne sais quoi. Est-ce que ça marche aussi sur un fond vert? Vous connaissez les fonds verts? En studio, on photographie sur fond vert? Oui, ça peut marcher aussi sur fond vert, seulement il faut savoir que pour les fonds verts, After Effects est meilleur que Photoshop. Voilà. Donc c'est un logiciel spécialisé dans la vidéo. Donc si vous envisagez de faire des photos d'objets sur fond vert ou de personnages sur fond vert, rendre transparent le fond vert, faites-le plutôt dans After Effects si vous avez l'occasion. Il y a plus d'outils pour contrôler la manière dont ça devient transparent. Ok. Alors on va enregistrer l'image telle qu'elle est là pour l'instant. Et on va continuer à travailler dessus. Pas longtemps, vous allez voir, c'est rapide. Donc il faut que je bouche le trou ici, la betterave qui est devenue transparente. Et pour faire ça, je vais dupliquer le calque. Donc prenez le calque. Ah oui, on avait dit qu'on allait mettre un calque en dessous en fait. Ah ben faisons-le d'abord. Donc commande-clic sur le Mac ou contrôle-clic sur le PC pour créer un calque en dessous. Et on va le remplir avec du rouge par exemple. Donc menu édition, remplir. Édition remplir ou alors le raccourci majuscule suppression sur le clavier. Vous voyez? Alors je vous montre le clavier. Tenez pas compte des touches qui sont orange là. Donc majuscule enfoncé et en même temps touche suppression de caractère va vous amener la boîte remplir. Remplir avec quoi? Ben, pas avec du noir, pas avec du gris, pas avec du blanc. Ici, on remplit avec une couleur. Voilà. Remplir avec couleur. Et dès que vous faites ça, ça vous propose d'aller choisir une couleur. Ben, choisissez du rouge, dans ce cas-ci, puisque c'est une couleur qu'on n'a pas dans notre image. Et on clique sur OK. Et voilà, on voit encore mieux là où il y a des trous. Tiens, là, je remarque qu'il y a un trou là que je n'avais pas vu avant. Hein. Vous voyez, et sur la tige aussi, là. Voilà. On remarque vraiment partout où il y a des trous, parce que c'était en fait la même couleur que le papier. Bien sûr, le fond rouge ici, après, il va partir. Je pourrais même le modifier maintenant, en faisant CTRL U, ce qui correspond à Image, Réglage, Teinte, Saturation. Et je peux aller modifier la couleur du fond, pour que ce soit un peu plus agréable, peut-être. C'est Image, Réglage, Teinte, Saturation. Raccourci CTRL U. Alors, il faut boucher les trous. Donc, on va prendre le calque du dessus, le poigner dedans et amener la petite main qui poigne sur le bloc de feuilles là à gauche de la corbeille. Et on obtient une copie. Oui, ça marche aussi, hein, si vous faites Alt et déplacez le calque, ça fait une copie. C'est d'ailleurs une erreur de débutant habituelle, on multiplie les calques sans comprendre pourquoi. Alors, vous avez le calque du dessus qui va servir à boucher les trous. Il faut faire en sorte que les pixels de ce calque apparaissent à nouveau tous complètement. Pour ça, on va double-cliquer sur ce calque et le curseur ici, on va aller le remettre en place. Complètement là où il devait être hein, au départ. Donc, plus d'écrêtage de luminosité sur ce calque, contrairement à l'autre en dessous. Donc, tous les pixels de ce calque apparaissent. Et alors, on va ajouter sur ce calque un masque de fusion qui masque tout. Donc, il va être en fait au départ rempli de noir. Bon, pour faire ça, vous allez dans Menu Calque, Masque de fusion. Tout masquer. Ou alors, avec la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur l'icône du masque de fusion ici en bas dans la palette des calques. Et au lieu de vous faire un masque blanc, ça vous fait un masque noir.
Ça, c'est quand on clique sur cette icône avec la touche Alt. C'est un masque qui masque tout. On est en train de travailler sur lui. C'est lui qui est encadré sur la vignette du calque. Il suffit donc de dessiner en blanc aux endroits qu'on veut faire réapparaître. Des endroits qui ont disparu suite à l'écrêtage. Donc au pinceau, en blanc. Voilà. Il y a un petit boulot manuel qu'il faut faire pour aider Photoshop. Ça, c'est typique quand on a des reflets de la même couleur que le fond, ou des couleurs de la même couleur que le fond. Voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé d'être vraiment perfectionniste là-dedans. S'il reste quelques petites taches roses, c'est pas grave, elles auront la couleur, à la fin elles auront la couleur du fond sur laquelle vous allez mettre l'objet, et ça sera beaucoup plus discret que du rose comme ça. Là, on est certain que si c'est nickel ici, ce sera nickel sur n'importe quelle image, parce que c'est vraiment un fond uni, très coloré. Vous comprenez, si on met la betterave sur une image texturée, avec plein de détails, les erreurs se verront moins. Ok. Alors parfois, c'est difficile de voir où il faut dessiner. Et dans ce cas-là, on fait une opération supplémentaire, c'est qu'on crée un calque au-dessus de celui-là, qui contient la plante non écrêtée, donc avec tous les pixels qui apparaissent, et on modifie l'opacité pour faire apparaître par transparence l'image entière, pour savoir où il faut dessiner. Mais bon, ici, ça se voit où il faut dessiner. Mais en tout cas, souvenez-vous que si jamais on ne voit pas bien où il faut dessiner, vous avez la possibilité de créer un calque au-dessus, avec tous les pixels qui apparaissent, mais avec un certain niveau de transparence. Et ça va vous aider pour savoir où il faut dessiner. Il y a plein de vieilles encyclopédies qui sont à disposition gratuitement sur le web, avec des illustrations sympas comme ça. Ça permet de faire des choses bien. Évidemment, si vous dépassez, vous faites CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac, CTRL ALT Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ou alors vous pouvez aussi dessiner en noir pour empêcher que ça se voit. Si on dépasse, là, on touche X, on peut dessiner en noir, voilà, évidemment. Voilà, enfin, vous avez compris le principe, on ne va pas faire toute la plante, vous avez compris le principe, c'est pas mal. On enregistre. Et alors maintenant, on va se débarrasser du bord là, et du texte et des petites taches qui restent. On va faire ça. Et pour faire ça, on va grouper les deux calques ici, les mettre dans un groupe. Donc on les active tous les deux. Alt, non, clic et majuscule clic. Clic, majuscule clic pour activer les deux. Et on clique sur l'icône du groupe. Et voilà, ils sont dans un groupe. Donc on va essayer de se débarrasser du texte et des petites taches qui restent. Et on va maintenant mettre un masque de fusion sur le groupe. Un masque de fusion qui fait tout apparaître. Donc il suffit d'avoir le groupe qui est ici activé comme ça, fermé, hein, ne le laissez pas ouvert. Sinon il y a... Donc je clique sur l'icône du masque de fusion sans enfoncer aucune touche et j'ai un masque qui arrive sur le groupe. Et là, il suffit que je dessine en noir sur ce masque pour que certaines des choses disparaissent comme ça. Je vous rappelle qu'on peut faire des droites dans Photoshop avec clic, majuscule clic. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Hein. Ok. Clic, majuscule clic. Voilà, donc le détourage de ce légume complexe là est propre et prend moins de 5 minutes, sans problème.
Donc faut pas y passer des heures. Et en fait, dans le domaine de l'infographie, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux et très long, la première chose à faire, c'est d'arrêter de le faire tout de suite et d'aller voir sur Google s'il n'y a pas des solutions pour que ça aille plus vite. Il n'est pas logique dans le domaine du graphisme, ici l'infographie, de passer beaucoup de temps à faire quelque chose d'ennuyeux et répétitif et long. C'est pas prévu pour ça. C'était comme ça il y a une vingtaine d'années. Les premiers logiciels d'infographie, c'était du travail pixel par pixel, c'était un travail assez long, mais maintenant ce n'est plus ça. Ça doit aller plus vite. Ça va? Bon. Ben regardez, je termine en faisant entre les deux un calque vide que je vais remplir de blanc. Voilà. Et ça a l'air nickel. Je vais agrandir un peu la zone autour de la plante avec l'outil de recadrage. On avait fait ça hier, outil de recadrage. Et agrandir. Valider. Pas oublier de valider. Voilà. À nouveau remplir de blanc parce que la zone ajoutée, c'est de la transparence. Donc voilà. Et je peux m'amuser à faire... Ah oui, il faudra que j'aille... Non, c'est un problème d'affichage. Quand on zoome, il n'y a pas de problème. Oui, parfois il y a des petits problèmes d'affichage dans Photoshop comme dans Illustrator. Il vous montre des gros traits alors qu'en fait ils sont inexistants, très très fins. Ok. Et dernière chose que je fais ici, ben, je vais ajouter une ombre portée, menu calque, style de calque, ombre portée. Et ça ne marche pas, c'est très intéressant parce qu'en fait je voulais vous expliquer autre chose. Parce que oui, je voulais mettre une ombre portée sous la plante pour donner l'impression qu'elle est posée sur le fond blanc, mais il y a une subtilité justement. Donc même si vous n'envisagez pas de travailler sur du dessin, ce qu'on voit ici permet de bien comprendre comment fonctionnent les calques dans Photoshop et vous allez voir que ça peut se faire sur des photos aussi. On va essayer sur des photos après. Avec des oiseaux dans le ciel, par exemple, des choses comme ça, pour sortir des oiseaux. En plus, ils ont les ailes qui bougent, donc c'est flou, il y a de la transparence. Il y a même des photos d'oiseaux avec des ailes transparentes, partiellement. Donc, on va aller plus loin, parce qu'ici, de la transparence, il y en avait très peu, sauf sur les poils. Là, il fallait que ça rende un peu bien. Ah, c'est atroce, vraiment. Je ne supporte plus la vue de cette chose. On se croirait dans un épisode de Cosmos 1999. Ça nous ramène dans les années 70, l'horreur. Alors voilà, il y a une subtilité. Quand on met une ombre, elle ne se met pas sous la plante parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de transparence. Si j'ouvre le groupe ici, je vois que la couleur papier, là, elle est toujours là. Hein. Le papier est toujours là, les pixels qui faisaient le papier. On les a rendus invisibles grâce à l'écrêtage. Mais ils sont toujours là, et donc l'effet spécial ne marche pas, il ne sait pas qu'il y a une forme de plante, en quelque sorte. Donc voilà ce que je vous propose de faire. On va dupliquer le groupe. Enlever l'œil en face d'un des deux groupes. C'est mon backup en fait, au cas où. Hein. On n'est jamais trop prudent. Donc... Le groupe ici ne s'affiche pas, j'ai enlevé l'œil et je travaille sur le groupe du dessus. En fait, pour que les pixels qui sont rendus invisibles par écrêtage soient réellement effacés, il y a une astuce. Il faut créer un calque vide au-dessus du calque ou du groupe qui contient les choses écrêtées. Il faut activer les deux. Le groupe et le calque vide, et il faut les fusionner. Voilà, menu calque, on a l'option fusionner les calques. Pas les calques visibles, parce que là, ça va fusionner tous les calques qui sont affichés. Non, moi, je veux juste fusionner les calques que j'ai activés là avec clic majuscule clic. Menu calque en haut de l'écran, fusionner les calques.
Résultat, on obtient un calque où les pixels du papier qui n'étaient pas visibles ont réellement été effacés. Normalement, vous ne voyez pas de différence à l'écran sur l'image. C'est juste que, ben oui, voilà, maintenant le réglage d'écrêtage, le masque pour boucher les trous, tout ça n'existe plus. Donc on fait ça quand c'est nickel en fait. Et sur ce calque, si on met un style de calque ombre portée, eh bien on a une ombre portée qui va apparaître. Il reste des petites taches, je vais les effacer à la gomme. Vous voyez ? Menu calque, style de calque, ombre portée, je modifie la distance, la taille, l'angle, l'opacité. C'est un style de calque, un effet spécial qui se met sur le calque qu'on vient d'obtenir là. Et qui peut donner des choses sympas. Vous occupez pas des tâches, on va les enlever après. Quand tu es dans style de calque. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre un effet spécial pour essayer de détacher un peu de son fond la plante, mais il faut avoir pris la peine de rendre les pixels transparents, au lieu qu'ils soient simplement invisibles. Ça fait vraiment son ombre hein, là, quand on prend la distance et qu'on va. Bon, il reste des petits problèmes, il y avait des taches qui restent, et les taches qui restent autour là avec les ombres, oui on les voit là, les taches. Ça fait des grosses ombres. Ben, je vais travailler à la gomme. En général, on ne travaille pas à la gomme dans Photoshop, mais parfois c'est encore utile. Donc vous avez la gomme. Au niveau de la taille de la gomme, c'est comme un pinceau, CTRL-ALT, clic gauche de la souris sur le Mac, clic droit sur le PC. Voilà, et on efface les tâches qui posent problème. Et tu prends outil gomme magique ou pas? Après, moi, j'ai pas le même. Bon, je vais pas tout faire, mais vous avez compris le principe. C'est parce que le nettoyage tout à l'heure n'était pas nickel. Et donc, résultat, je me suis retrouvé sur mon calque avec des taches qui, si j'avais pas mis l'ombre, elles auraient été invisibles. Je veux dire, personne ne les aurait remarquées, les petites taches peut-être. Hein. Mais là, vu qu'il y a une ombre, les taches se voient. Bon, tout ça m'apparaît nickel. Hein. N'oubliez pas d'enregistrer. Alors, on va essayer sur le bonsaï, le Japanese Black Pine. Et on va aller un peu plus loin ici parce que je vous ai pas tout dit. On peut faire encore mieux que ce qu'on a fait. Donc nous, on s'est basé sur la luminosité pour rendre invisible le fond qui est clair dans ce cas-ci. Voilà. Ça fait comment bonsaï? Après d'en avoir un aussi. Alors voilà, on aurait la possibilité ici de faire la même chose que ce qu'on a fait sur le dessin de la betterave juste avant, c'est-à-dire double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Ben oui, on va déjà le faire. Et commencer à nouveau double-cliquer et jouer sur le curseur ici. Mais on peut faire encore mieux que ça. Parce que vous voyez qu'il est indiqué gris, ça veut dire qu'on prend en compte les trois couches de l'image, rouge, vert et bleu, quand il est inscrit gris. Mais on peut aussi ne prendre en compte que le contenu de la couche rouge, verte ou bleue pour rendre l'image transparente. C'est ce qu'on va faire ici. Vous cliquez sur annuler, vous ne faites pas d'écrêtage. Avant d'aller faire l'écrêtage, on va aller voir dans quelle couche, rouge, vert ou bleu, le sujet à traiter là se détache mieux de son fond avec du détail. Donc il faut qu'il se détache bien de son fond et qu'il conserve du détail. Donc on fait apparaître la palette des couches. Menu fenêtre couche et vous cliquez sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, et vous essayez de repérer, tiens, dans quelle couche
le sujet se détache mieux de son fond, sans que ce soit pixelisé, foireux. Dans ce cas-ci, c'est le bleu. Voilà, ça va vraiment dépendre chaque fois de la couleur du sujet. Si on a un arbre rouge, ce sera une autre couche. Alors qu'il se détache en foncé sur fond clair ou en clair sur foncé, peu importe, hein, tant qu'il se détache de son fond. C'est la différence entre le sujet et le fond qu'on regarde ici. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est dans la couche bleue qu'il se détache mieux de son fond. Hein. Rouge, vert, bleu, dans ce cas-ci, c'est le bleu. Je réactive le travail sur RVB en cliquant sur le mot RVB. Donc on a toutes les couches activées, on travaille sur l'image en couleur. Sachant que la couche bleue est la couche dans laquelle le bonsaï ici se détache le mieux de son fond, je vais maintenant dans la palette des calques, double-cliquer sur le calque pour faire apparaître les styles de calque. Et ici, je vais prendre comme référence la couche bleue. Et en principe, quand je déplace l'indicateur de droite du curseur du dessus, le résultat devrait être meilleur que si je faisais ça sur le gris seulement. C'est-à-dire les 3 couches. Pas mal ça, hein? Évidemment, s'il était sur un fond avec plein de couleurs différentes, ça devient assez compliqué de le sortir de là. Là, il était sur un fond quand même clair, et donc ça passe. Donc si on zoome, on voit qu'on n'a qu'un seul niveau de transparence. En séparant en deux le curseur avec la touche Alt, on arrive à créer un bord flou. Ce qui apporte un peu de choses ici, ça évite que le bord de l'arbre soit en escalier au niveau des pixels. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une partie de l'arbre qui a disparu, qui est devenue transparente alors qu'elle ne devrait pas? Je ne pense pas. Dans ce cas-ci, ça marche super bien. Bon, je vais enregistrer le fichier pour les archives, là, et on ne va pas aller plus loin ici. Vous avez vu le principe, prendre en compte une des couches plutôt que les 3 couches. Alors on va essayer le feu d'artifice, qui commence par 2017-05-31. Le feu d'artifice, ben, ça va être le même principe, sauf que ça va être l'inverse. Il va suffire de faire la même chose, sauf que ça va être le contraire. Vous allez comprendre. Donc, feu d'artifice que je voudrais pouvoir sortir pour le mettre dans une autre image. N'importe où. J'ai jamais essayé avec celui-là. On va voir. Donc, première chose à faire, allez voir dans la palette des couches. Dans la palette des couches, je vérifie en cliquant sur chacune des couches. Dans quelle couche le sujet qui m'intéresse se détache le mieux de son fond, tout en conservant tout le détail que je veux avoir. Bon, là, clairement, la couche verte, c'est peut-être pas le bon plan. Par contre, la rouge, moi, je sais pas, faut voir. Dans la verte, on a quand même la fumée verte qui est là visible, en fait. Hein. Ah, c'est bien, elle va nous ennuyer dans la couche verte. Donc, couche rouge, est-ce qu'on a la fumée? Non, un peu moins. Couche bleue, un peu moins quand même. Ok. Bon, ben, ça dépend si on veut avoir toute la complexité ici de la lumière ou pas. Ça, c'est la couche rouge. Et la couche bleue, c'est un peu plus squelettique comme résultat. On peut essayer les deux. On va essayer avec la couche rouge. Ok, une fois que vous avez vu quelle couche vous allez utiliser, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Et vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Encore double-cliquer. Ici, comparaison sur rouge. Et la différence par rapport à tout à l'heure, je suppose que vous avez compris, c'est que on va prendre l'indicateur de gauche, puisque c'est les parties les plus sombres qu'on veut rendre transparentes. Et voilà. Avec la touche Alt pour séparer en deux, pour avoir une zone de transition. N'hésitez pas à bien éloigner, vous voyez que ça crée de la transparence.
Voilà, on a extrait un feu d'artifice comme ça de son fond. Et on va pouvoir aller le placer n'importe où sur une autre image. Si on voulait pour une raison ou une autre que les pixels noirs disparaissent, d'abord je vais enregistrer une première fois le fichier ici en Photoshop. Voilà. Si on veut que les pixels noirs disparaissent plutôt que d'être simplement masqués par l'écrêtage, ben, le principe c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Je crée un calque vide, j'active les deux, clic majuscule clic, menu calque, fusionner les calques, et voilà, on a un feu d'artifice entouré de transparence, les pixels noirs ont vraiment disparu. Mais évidemment, on ne sait plus régler l'écrêtage, du coup. Donc c'est super important, toutes ces techniques de sélection, et c'est vraiment un des plus grands chapitres dans Photoshop, la sélection des choses. Comment sortir un objet de son décor pour l'utiliser ailleurs. Ça représente à peu près un tiers de l'étude de Photoshop. Et parce qu'en fait, il y a plein de techniques suivant l'objet, suivant qu'on a un objet à bord net, un objet à bord complexe, tout ça, ça va être des techniques différentes. Vous avez la mouette, le nom du fichier commence par Seagull. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Je fais ça rapidement ici. Dans la palette des couches, je regarde dans quelle couche la mouette se détache le mieux de son fond. Sans grande surprise, vu que le ciel est bleu derrière elle, c'est dans la couche bleue. Hein, puisque plus c'est blanc dans une couche, plus ça indique qu'il y a de la couleur ainsi dans l'image. Donc, ciel bleu dans l'image, ciel très clair dans la couche bleue. Ok, une fois que j'ai vu ça, je réactive le travail sur l'image. Je double-clique sur le calque. Je double-clique à nouveau. Je fais une comparaison sur bleu. Et je rends invisible les pixels les plus clairs. Ici. Voilà. Et alors, il va falloir enfoncer la touche Alt pour faire de la transparence. Voilà. Pas mal, hein? On a les plumes transparentes comme dans la photo. Bon. Alors si vous vous posez la question de savoir à quoi sert le curseur du bas, c'est pour rendre invisibles certains pixels du calque en fonction des pixels d'un calque qui se trouve en dessous. En fait, si je mets une image d'un objet sur un calque, je la mets sur un décor, en fonction de la luminosité du décor en dessous, je sais rendre invisible certains pixels du calque qui est au-dessus. C'est assez rare quand on utilise ça, c'est plutôt rare. Par exemple, pour mettre un objet derrière une grille. Oui. Si je veux mettre un oiseau en cage, là par exemple, je prends une image d'un oiseau et d'une cage et je vais pouvoir rendre invisible l'oiseau là où les barreaux de la cage sont dessous. En supposant que, oui, qu'il y a quand même un fond assez clair, des barreaux foncés avec un fond clair, il faut quand même que ça contraste. Bon, c'est plutôt rare. Hein. C'est plutôt le curseur du dessus qui prend en compte les pixels du calque qu'on utilise. Ok, j'enregistre et on va nettoyer puisqu'on a un problème avec le corps de la mouette qui a disparu. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas faire en sorte que l'écrêtage n'agisse pas sur une partie de l'image. Il faut ruser et il faut donc dupliquer le calque. On y va, on duplique le calque. Sur la copie du calque, on enlève l'effet de transparence, on remet les curseurs en place. Oui, il y a un truc vicieux. Non, ils ont résolu le problème. Avant, quand on double-cliquait sur un calque qui avait de l'écrêtage sur une des couches, ça nous montrait la couche grise, on ne voyait pas qu'il y avait de l'écrêtage sur une des couches. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, le problème est résolu.
Donc vous avez enlevé l'écrêtage sur le calque, tous les pixels réapparaissent. Alors, il fallait donc ajouter sur ce calque du dessus un masque de fusion qui masque tout. C'est donc avec l'icône ici et la touche Alt. Voilà. Et il faut dessiner le corps de la mouette, mais c'est pas évident. Quoique, on a quand même une ligne ici, ça va. Bon, bah ici ça va aller, puisque on a un bord qui apparaît. Vous l'avez aussi le bord là qui vous montre la forme. Bon, sinon on va quand même faire comme si on n'avait pas cette aide et qu'on ne voit pas vraiment où est le corps de la mouette. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez dupliquer le calque ici. Le calque du dessus, vous le dupliquez. Vous allez jeter le masque parce qu'on n'a pas besoin du masque. Donc on prend la partie droite de la vignette et on la met à la corbeille. Et on indique supprimer. Donc voilà, il est supprimé comme s'il n'avait jamais existé. Donc j'ai au-dessus une image. Ce calque du dessus, je vais modifier son opacité. Voilà. En modifiant l'opacité du calque du dessus, il va me servir uniquement pour savoir où se trouve le corps de la mouette. Pour m'aider à dessiner dans le masque ici en blanc. Vous voyez, j'ai mis le calque du dessus à 18% dans mon cas et on voit, tiens, c'est blanc là, c'est vraiment le corps de la mouette. Donc on dessine dans le masque au pinceau en blanc. J'annule parce que j'ai débordé. Voilà. Bon ben, c'est bon comme ça. Voilà. Donc on vient de faire réapparaître le corps de la mouette. On a fait le bouche-trou en fait, puisque l'écrêtage avait enlevé le corps de la mouette, qui était très clair. On vient de le remettre là. Et l'image du dessus qui nous servait de guide pour savoir où dessiner, ben on peut enlever l'œil en face, parce que elle ne nous sert plus. Voilà. On veut vraiment la mouette entourée de vraie transparence. Pas du bleu transparent à 18%. Donc là, vous êtes vraiment paré pour aller loin dans cet exercice, dans ces techniques. La technique pour boucher les trous, la technique pour voir où il faut boucher les trous avec le calque au-dessus en transparence. Bon, on va quand même faire en sorte que les parties bleues de la mouette deviennent grises. Comme ça, on peut la mettre un peu partout, sur n'importe quel fond. Vous avez une idée comment on va faire pour que les parties bleues deviennent grises? On va faire pas de sélection. Il n'y a pas besoin de sélectionner. En général, sélectionner, c'est quand on veut transporter quelque chose ailleurs. Et on va simplement faire un calque de réglage de type teinte saturation, comme on avait fait pour la piscine. Donc, au-dessus du calque bouche-trou, je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage teinte saturation, ou alors dans le bas ici de la palette des calques, je vais chercher un calque de type teinte saturation. Et voilà. Il est là. Voilà, donc dans le panneau propriétés,
je vais indiquer que je travaille sur ce qui est couleur cyan et je vais désaturer. Et ça ne fonctionne pas parce qu'en fait c'était du bleu. Oui, avec le bleu ça marche. Voilà, j'indique que je travaille sur le bleu et je désature, ça devient gris. Ceci dit, on a aussi la possibilité de mieux cibler la couleur qu'on modifie ici. Quand on met le pointeur là, entre les deux barres verticales, et qu'on bouge, on peut cibler un peu mieux la couleur qu'on modifie. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites là, parce qu'en fait il y a 4 indicateurs. Là je fais juste bouger l'ensemble, mais ça peut être vraiment personnalisé pour vraiment cibler. Bon, ceci dit, c'est quand même moins bien que After Effects pour sortir les objets de fond. Oui, c'est pas parfait, hein. La queue de la mouette n'apparaît pas. Je vais tenter de... Oui, tu as passé du temps à la retoucher. Ben oui, évidemment, elle devait apparaître, la queue de la mouette. Voilà. Donc je dessine sur le masque. Ben rien n'est foutu, hein. On peut revenir... voilà. Dessiner sur le masque. Je vais même dessiner en transparence, parce que le bout de la queue, je vais le faire transparent plutôt. Donc, pour le pinceau, opacité transparente, ça va dessiner en blanc transparent. Donc je vais obtenir du gris puisque je dessine sur des pixels noirs. Voilà. D'accord. Ça c'est pour avoir la transparence sur le bout de la queue. Mais bon, voilà, il faut le sentir. Photoshop, c'est... Il y a la partie technique et puis il faut un peu de jugeote et réfléchir et sentir les choses et faire des erreurs et régulièrement enregistrer ces documents en changeant le nom. Comme ça on a toujours une version avant au cas où ça foire. Ok, ok. Voilà. Bon, ben ça paraît bien, ça. Suffit d'enregistrer et on va transporter ça vers une autre image, ça vous dit? Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour pouvoir transporter vers une autre image, je vais d'abord regrouper les calques dans un groupe. Pas celui du dessus, il ne m'intéresse pas vraiment. Quoique, je pourrais quand même le mettre au cas où il y a des retouches à faire. Donc celui du dessus qui n'apparaît pas, je vais quand même l'afficher. Il va aller dans le groupe. Donc j'active tous les calques, je clique sur le bloc sur le dossier dans le bas de la palette des calques et j'ai tout mis dans un groupe. Alors, je vous propose de transporter la mouette dans ce paysage qui commence par le nom JH0406. Donc j'ouvre voilà. Comme on avait fait précédemment, je sépare par exemple en deux les onglets. Oui, je déplace les onglets, j'ai 2 images. Et je vais déplacer le groupe, pendant que je suis en train de travailler sur l'image de la mouette, je vais déplacer le groupe vers l'image de mon décor. Extraordinaire. Une copie du groupe a été déplacée dans l'image du décor. Bon,
Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui se passe? Ouais. On a le ciel bleu de mon décor original, et ben il est toujours là, le ciel bleu sur le calque. Les pixels sont là, mais ça devient gris. Parce qu'en fait, le calque de réglage qui se trouve dans le groupe et qui enlève le bleu sur la mouette, Ah oui, eh ben, il agit aussi en dehors du groupe sur tous les calques qui sont en dessous. Ah ah, ça fait film d'horreur. eh oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que le calque de réglage qui est dans le groupe n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe et pas en dehors? Bon, ben voilà, pour que le calque de réglage n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe, j'active le groupe, et à la place du mode transfert, je mets en mode normal. Et là, le calque de réglage n'agit que sur les calques qui sont dans le groupe, pas sur les calques qui sont en dehors du groupe. Donc, je vais recommencer l'opération. Et donc, je vous dis qu'il faut mettre le groupe en mode normal au lieu de transfert. Alors, l'erreur habituelle, quand je dis ça, j'ai tout le temps quelqu'un qui va me dire « Mais, enfin, c'est déjà le mode normal ». C'est pas celui-là. Ben non, ça c'est le calque de réglage. On a bien dit c'est le groupe qui doit être en mode normal. Pas les calques à l'intérieur. Donc, on active bien le groupe et on le fait passer en mode normal. Et voilà. Le décor n'est pas du tout affecté par Ah ouais, cool. les calques de réglage qui sont dedans. Super intéressant comme technique. Là aussi, je rencontre souvent des gens qui sont obligés de fusionner les calques de réglage pour éviter qu'ils agissent sur les calques en dehors du groupe. Enfin, ils commencent à chipoter beaucoup. Et voilà, il faut connaître la solution. C'est évident. Oui, alors tout à l'heure, vous avez essayé de déplacer la mouette et ça ne marchait pas. Donc déjà, pour la déplacer, il faut prendre l'outil de déplacement. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Et il faut que le groupe soit fermé. Et vous aviez un problème, c'est que sélection automatique du calque était enclenchée. À partir de là, si c'est enclenché, Ah oui, c'est là. même avec le groupe fermé, quand on prend, il n'y a que la partie sur laquelle j'ai cliqué qui s'active, c'est ce calque-là. Voilà, donc je fais un annulation. Il faut absolument décocher ça, sauf quand vous avez affaire à des images qui présentent plein d'objets similaires et vous voulez activer le calque quand vous cliquez sur un des objets. Là, ça va aider, mais c'est rare. Voilà, voilà. Ah oui, dans les options de l'outil de déplacement, vous avez aussi les options de transformation qui, en permanence, vous met un cadre autour de chaque calque quand vous l'activez. Un cadre de transformation. D'accord? Bon. À titre personnel, je ne trouve pas ça extraordinaire, mais c'est une question d'habitude. En fait, hein, suivant le moment auquel on est arrivé dans Photoshop, on a pris des habitudes. Et je préfère utiliser la transformation manuelle et ne pas avoir le cadre de transformation en permanence enclenché. Mais bon, pourquoi pas? Ok. Je mets un masque de fusion et je vais, dans mon cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais tester un petit truc, une grosse brosse comme ça, dessinée en noir, dans le masque de fusion que je viens d'ajouter sur le groupe, parce que je voudrais voir ce que ça donne quand on rend un peu le bout des ailes un peu transparent. Non, j'annule, parce que je trouve qu'elles sont fort présentes pour des ailes qui sont censées bouger. Voilà, peut-être pas plus mal. Vous voyez? J'ai rendu un peu transparent le bout des ailes. Je trouve que ça passera peut-être un peu mieux. C'est vite fait. Hein. Voilà. Sans le masque de fusion, que je peux désactiver avec la touche majuscule. Je le désactive avec la touche majuscule, je disais. Voilà ce que ça donne.
D'accord? On avait expliqué ça, hein, touche majuscule pour désactiver le masque de fusion, pour voir ce que ça donne quand tous les pixels apparaissent, les pixels du calque ou du groupe. Donc, correction couleur sur les images avec l'image Bookcliffs pour commencer. Voilà. Dans mon cas, vu que mon Photoshop est réglé d'une certaine manière, je suis obligé d'attribuer le profil sRGB. Édition, attribuer le profil, et voilà. Alors voilà, bon, on a un ciel qui est fort bleu, on va voir si on peut travailler sur lui. Petit rappel de ce qu'on a vu hier rapidement, calque de réglage de type teinte saturation et viser les bleus. Calque de réglage de type teinte saturation, voilà. Et dans le panneau propriétés, viser les bleus. Et puis après, je vous montre une autre manière de modifier des parties d'image. Enfin, du cyan plutôt. C'est du cyan, je dis bleu, mais en fait c'est du cyan. Ici. Voilà. Possibilité de désaturer, parce que c'était quand même très saturé. Possibilité de changer un peu la couleur. Alors, étant donné qu'on travaille sur du JPEG, vous voyez ce qui apparaît, toute la compression JPEG réapparaît. C'est pour ça que les images JPEG, il faut en général, si vous avez le choix, ne pas travailler sur elles. Et plutôt travailler sur du RAW. Le JPEG est un format de sortie finale. Avec le même calque de réglage, on peut aussi travailler sur les jaunes. Hier, on avait fait 2 calques de réglage, un pour les bâtiments et un pour la piscine. Mais ici, on peut travailler dans le même calque de réglage, un réglage sur ce qui concerne le jaune, voilà, j'ai désaturé, et un réglage que j'ai déjà fait là pour le cyan. Je vais peut-être agrandir le réglage et bouger un peu le curseur pour mieux cibler, vous voyez. Oui, là c'est particulier parce que vu que c'est du cyan, il se met sur le bord de la roue chromatique et il déborde de l'autre côté. Voilà, bon. Ça, c'est donc ce qu'on avait fait hier du réglage teinte saturation ciblé. C'est pas mal. Quand même, quand on enlève l'œil en face du réglage, on voit qu'on a obtenu une photo un peu plus correcte au niveau visuel. Mais bon, un peu plus réaliste, mais voilà, moins saturé. Ok, je vais jeter le calque ici parce qu'on va faire autre chose sur cette image. On va mettre un calque de réglage de type balance des couleurs. Voilà, balance des couleurs. Et là, pour les tons d'intensité moyenne, ou les foncés ou les clairs, vous allez pouvoir bouger. Donc c'est une autre manière encore de changer les couleurs. Ok, essayons pour les clairs. Donc c'est un peu moins destructif que teinte saturation. Teinte saturation est quand même très destructif en fait. Là je suis passé sur les tons clairs en fait. Après avoir modifié les tons moyens. Et je suis en train de modifier le ciel. C'est le ciel que je regarde en fait. Ok. Les calques de réglage, c'est du non destructif. En principe,
ça, oui, les pixels en dessous ne sont pas réellement modifiés, comme vous le voyez. Sauf quand on fait image-réglage, mais ça, c'est pas des calques de réglage, c'est les anciens réglages, l'ancienne manière de corriger les couleurs dans Photoshop, mais la nouvelle manière, enfin, nouvelle manière qui date quand même des années 90, hein, je veux dire, c'est version 4 de Photoshop, les calques de réglage, si je me souviens bien. Donc c'est vieux, ça fait quand même 20 ans, quoi. Ok. Mais alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est le masque de fusion, dans lequel on va pouvoir aller mettre un dégradé pour que le réglage soit progressif. Donc, si vous prenez l'outil dégradé, vous avez les options du dégradé là au-dessus. Dans tous les dégradés qui existent, qu'on obtient en cliquant là, la bibliothèque, vous choisissez celui qui va du noir au blanc. C'était peut-être déjà le cas. Bon, ceci dit, dans le menu ici, vous avez encore d'autres palettes de dégradés qu'on peut appeler. Tous ceux qui sont proposés par Photoshop ne sont pas juste là. Il y en a encore plein dans le petit menu là, mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Bon, en tout cas, il faut choisir celui du noir au blanc. Et la manière d'appliquer le dégradé, ça va être cette manière-ci, la première. Linéaire. Donc l'outil dégradé, il est là dans la palette des outils. Peut-être que c'est le pot de peinture qui est devant pour l'instant. Il faut aller chercher l'outil dégradé là derrière. Donc vous êtes en train d'appliquer un dégradé du noir au blanc de manière linéaire. Le mode d'application des dégradés, c'est normal, ça veut dire recouvrant. Ça recouvre ce qui va se trouver ce qui se trouve là dans le masque en fait. Hein. Et opacité 100%. Et on trace de haut en bas comme ça. Ou de bas en haut, dans ce cas-ci ce serait mieux. Voilà. Vous tracez autant de fois que vous voulez, pas besoin d'annuler. Et vous faites en réalité une progression dans le réglage. Là où c'est blanc, le réglage agit. Là où c'est noir, il n'agit pas. Là où c'est gris, ça agit plus ou moins. Voilà. Donc même pas besoin de s'occuper de faire une sélection. Alors ce dont tu parles, c'est peut-être aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle les photos HDR, qui font ressortir le détail dans les parties sombres, mais aussi dans les parties claires. Ce genre de choses là par exemple. Là j'ai juste tapé dans Google, j'ai tapé HDR photo, et on tombe sur plein d'exemples qui montrent que, ben voilà, que ouais, je vais ajouter la recherche ici sur le document. Voilà. Donc c'est encore autre chose. Hein. Ça permet de faire ressortir les détails dans les ombres et dans les parties claires, et on obtient une photo un peu plus égalisée comme ça. C'est ce qu'on appelle les techniques HDR. Et donc il y a le vrai HDR qui est fait au départ de plusieurs photos prises sur le lieu de prise de vue, avec différents réglages de l'appareil en fait. Hein. Oui, oui, c'est des techniques qui peuvent être intéressantes. Oui, oui, oui. C'est vaste, hein. C'est vaste parce qu'il y a aussi le faux HDR qui se fait au départ d'une seule photo. Donc c'est peut-être ça aussi que tu as vu qui améliore le ciel, ça peut être ça. Ok. Le dégradé, si vous voulez qu'il soit vraiment bien horizontal, quand vous le tracez, il faut de haut en bas ou de bas en haut, il faut enfoncer la touche majuscule. Et comme ça, il est calé sur l'axe. Il est parfaitement horizontal là, vous voyez. Avec la touche majuscule pendant qu'on trace. Voilà. Le réglage reste modifiable. Si on double-clique sur lui, on peut aller modifier encore, bien sûr, les choses. Amusant, ça. Vu que j'ai fait un réglage différent sur les tons clairs et moyens, j'ai les nuages du dessus qui sont un peu jaunâtres orangés et ceux d'en dessous qui sont bleutés. Alors qu'ils étaient tous bleutés au départ. Hein. Bon,
une des techniques de correction couleur, la balance couleur, ça peut être bien. On peut faire la même chose pour le sol. Je peux ajouter un deuxième réglage de type balance des couleurs, par exemple. Voilà. Modifier, donc il est venu là au-dessus. Modifier, mais cette fois-ci en regardant le sol. Je ne m'occupe pas du ciel. Voilà. Pas mal. Je trouve que avec ce réglage-là, on sent mieux la végétation. On a moins l'impression que ça baigne dans un jus. Bon voilà, c'est un réglage balance des couleurs. Et il agit en fait aussi sur le ciel. Pour qu'il n'agisse pas sur le ciel, il suffit que je mette un dégradé dedans, mais dans le sens inverse. Voilà. Là, c'est un réglage qui n'agit que sur le sol, et en dessous, c'est un réglage qui n'agit que sur le ciel. Le ciel, le sol. Je vais faire un peu plus fort le réglage sur le sol, pour qu'on voit bien. Voilà, un peu rosâtre comme ça, je trouve ça drôle. Amusant, hein, quand on enlève les deux réglages et quand on les remet. Ça permet d'améliorer des photos qui sont pas terribles au niveau des couleurs. Alors, une vieille image, et il y a clairement un problème de dynamique des luminosités. C'est-à-dire qu'elle est grisâtre en fait, elle est plutôt gris moyen dans son ensemble. On a l'impression que la majorité des informations sont dans les gris moyens et qu'il n'y a pas beaucoup de choses foncées et pas beaucoup de choses claires, d'accord? Quoique ici ça va encore, hein, mais allons voir un peu ce qu'on appelle l'histogramme, menu fenêtre, histogramme. Voilà, l'histogramme justement, il montre l'occupation des pixels. Qu'est-ce qu'ils font dans l'image, les pixels? Ok, dans le menu de la palette histogramme, vous pouvez demander un affichage agrandi, ce sera un peu mieux. D'accord, donc menu fenêtre histogramme, et vous avez ce graphique indique les quantités de pixels dans l'image, et à droite, à gauche ici, c'est ce qui est le plus foncé, et à droite, c'est ce qui est le plus clair. Et vous voyez que la plupart des pixels, ils sont surtout dans les gris moyens, en fait. Hein. Donc au niveau la dynamique de l'image, on va essayer de voir si on peut améliorer ça grâce à un calque de réglage de type niveau. Donc ça va se passer dans la palette des calques. La palette histogramme, vous n'en avez plus besoin, en fait. Vous pouvez la fermer. C'était juste pour voir. Elle permet de faire plus de choses que ça, et sur des images couleurs aussi. Hein. C'est vraiment se renseigner sur les pixels, qu'est-ce qui donne comme information dans l'image. Donc dans la palette des calques, je vais mettre un calque de réglage, cette fois-ci de type niveau. Et vous retrouvez l'histogramme qui est montré là, dans le réglage niveau. D'accord, calque de réglage de type niveau, palette propriété pendant qu'il est activé. En tout cas, oui, pendant qu'il est activé, on a ceci. Et en principe, si vous bougez les extrémités ici, ne jouez pas sur le curseur du dessous, uniquement le curseur du dessus. Quand vous bougez ceci, vous redéfinissez les tons les plus foncés de l'image. Alors je vais y aller franchement, là, comme ça, en bougeant cet indicateur-là. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le gris qui a cette intensité-là devient noir. Et tous les pixels qui avaient des intensités plus sombres que ce gris qui se situe là, hein, juste sous le curseur, ils deviennent noirs aussi. Donc on perd des informations. Okay. Mais ça améliore l'aspect de l'image. Ça rend plus lisible l'image. Je crois que c'est assez flagrant quand même. Hein. Je remets le curseur en place, je vais utiliser maintenant celui de l'autre extrémité. Lui,
il fait en sorte que le gris qui est juste en dessous devienne blanc, et tout ce qui est gris plus clair dans l'image devient également blanc, donc également on perd des informations, du détail, mais ça permet de rendre plus lisible l'image. En jouant sur les deux, on arrive à améliorer l'aspect des images, sur les deux extrémités. Bon, mais dans ce cas-ci, je pense que celui de droite, je ne vais pas y toucher parce qu'en fait la fumée blanche ici devient sur un fond blanc si je fais ça. C'est vraiment du cas par cas. Donc dans ce cas-ci, il ne faut pas faire ça. Alors, comment ça s'appelle la technique ici? C'est l'écrêtage de luminosité. Oui. On avait fait de l'écrêtage de transparence tout à l'heure, mais ici c'est l'écrêtage de luminosité. Donc je ne vais jouer dans ce cas-ci sur cette image que sur la partie redéfinir les pixels les plus sombres, et également je vais tester ceci, c'est le curseur du milieu, c'est l'intensité des tons moyens. Ça c'est pour faire des retouches d'image rapides. En moins de 30 secondes, on peut améliorer rapidement une image. Si vous avez plein de centaines d'images d'archives à améliorer, ça peut aider. Voilà. Je pense qu'au niveau lisibilité de l'image, si j'enlève l'œil en face du calque et je remets, on voit que c'est quand même un peu plus correct. On va tester avec d'autres images. Pour les archives, je vais enregistrer cette image. Alors, vous avez l'image du tramway, elle s'appelle Scan 081. Essayez de l'ouvrir et on va voir si on peut l'améliorer. Donc, c'est soit des images qui ont été mal numérisées, soit des vieilles images. Et au niveau du développement photo et du vieillissement de la photo, ça devient fort gris moyen. Et on peut voir si on peut donner un peu plus de pêche et de dynamique aux images grâce à la technique ici. Donc, calque de réglage de type niveau. On voit que la majorité des pixels est dans les tons moyens, puisque les extrémités fort sombres et fort claires, si le fort clair, il y en a beaucoup. Mais, oui. On va tester, on va voir. Je prends l'extrémité là, voilà. Je bouge le curseur du milieu, les tons moyens. Il faut faire un aller-retour entre les deux curseurs, les deux réglages, hein. Les deux petits indicateurs. Voilà. Je vais quand même tester qu'est-ce qui se passe si on prend l'extrémité de l'autre côté. Là. Non, les fils disparaissent dans le ciel. Je ne vais pas toucher au blanc ici, dans ce cas-ci. Voilà, ça c'est de la retouche rapide. Oui, c'est pas mal quand même. Si je mets l'œil en face du calque et que je l'enlève, je vois que la lisibilité de l'image a changé. On arrive quand même à améliorer les choses. Avant, après. Avant, après. On a comme une espèce de couche de poussière qui s'en va de l'image en fait. Hein. Et ça, c'est sur des images noir et blanc. Vous allez voir que sur des images couleurs, on peut également faire ça. Je vais essayer sur une dernière image noir et blanc, qui est celle qui commence par The Wreckage. Voilà. Au niveau de l'histogramme, je n'ai pas besoin d'aller chercher la palette histogramme, puisque vous avez compris qu'on le voit dans la palette niveau. Voilà. L'image numérique ici n'utilise pas les possibilités des pixels les plus clairs et des pixels les plus foncés. Elle ne contient que des gris moyen foncé et moyen clair. Et ça se voit, l'image au niveau de la dynamique, c'est pas terrible. Alors, je déplace les petits curseurs. Typiquement, quand on a une image comme ça, c'est clair que un truc qui va améliorer, même sans regarder l'écran, c'est de faire ceci.
de ramener les indicateurs de gauche et de droite sur le bord de l'histogramme. Avant, après. En plus de ça, je joue sur le curseur du milieu pour l'intensité des tons moyens. Voilà. Avant, après. Bon, il faut un peu bouger pour quand même conserver du détail. Voilà. Et puis c'est une première étape. En plus de ça, on peut ajouter d'autres calques de réglage, notamment de type courbe, après, par-dessus, pour corriger plus finement les intensités. Mais bon, si vous avez 500 images à corriger en 2 heures, ça va pas être possible. On va dire 200 images en 2 heures sans problème, parce qu'en plus on peut programmer Photoshop pour que l'ouverture des images et l'enregistrement se fasse automatiquement, bien sûr, et mettre le réglage niveau sur le calque également. Vous n'aurez plus qu'à corriger en fait. Vous indiquez le dossier qui contient les 200 images, il vous ouvre les images, il vous met le calque de réglage, et dans le panneau propriété, vous modifiez. Et puis il enregistre l'image et il ouvre la suivante. Donc ça c'est le traitement par l'eau dans Photoshop, avec à un certain moment donner la main à l'utilisateur pour qu'il fasse son réglage personnalisé. Parce que chaque image étant différente, on ne peut pas appliquer le même réglage sur chaque image. Il faut quand même à un certain moment donner la main à l'utilisateur pour qu'il prenne les décisions. Bien, on va essayer sur des images problématiques en couleur. Vous avez l'image qui commence par 7466B. Je vais ouvrir ça. Elle a un problème d'éclairage. L'appareil photo a été mal réglé apparemment. Et on a l'éclairage qui est fort orangé. Alors, elle est où? Ok, elle est là. 7466B. Voilà. Voyons si on sait améliorer l'aspect de l'image. C'est peut-être bien hein, dans certaines publications. Le fait que les images aient une dominante colorée peut être intéressant dans certaines publications. Mais supposons qu'on veut essayer de neutraliser un peu cet éclairage orangé. J'ajoute le réglage niveau. Et je ne modifie pas les curseurs ici. Parce que ça, c'est agir sur les 3 couches en même temps. Et c'est typiquement quand on veut modifier la luminosité, la dynamique, la luminosité. Mais ici, on a un problème de couleur. Donc il va falloir descendre sur chacune des couches dans le réglage niveau. Vous voyez, rouge, vert, bleu. Bon. Eh bien, on va tester un truc même sans regarder l'image. C'est-à-dire que on va essayer d'amener les curseurs dans la couche rouge, par exemple ici, de chaque côté comme ça. Dans la couche verte, de chaque côté comme ça. Et dans la couche bleue aussi. Voilà, incroyable. Vous voyez ce qu'on obtient? Super astuce, plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer de récupérer l'histoire. Première chose à faire, essayer de redéployer l'histogramme pour qu'il utilise toute la gamme dynamique possible. Et j'ai même pas regardé l'image pendant que je faisais ça. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait du détail qui soit bouffé. On a du blanc qui apparaît sur les fauteuils. Bon, ben là, il suffit d'aller voir si on peut récupérer un peu sur les couches. Si c'est important de récupérer le détail sur les fauteuils, là. Allez voir un peu à quel niveau ça va se situer. J'ai peut-être écrété un peu trop. Voilà. Ouais. Bon, là aussi, vous avez plein de photos qui ont été prises dans des conditions mauvaises.
éclairage par tube fluorescent ou... Et ben voilà, vous allez pouvoir corriger ça rapidement. Alors la question qu'on me pose souvent c'est: et si j'ai pris plein de photos au même endroit, est-ce que je peux leur appliquer le même réglage? Il faut essayer. Mais en général, ça ne marche pas, parce que si on s'est déplacé dans le local, il faut quand même faire un éclairage un peu personnalisé. Ça peut peut-être aider d'appliquer le même réglage à toutes les photos, un réglage générique, et puis de faire un deuxième passage pour modifier un peu les réglages en fonction de chaque photo. On n'aurait pas pu faire une balance de blanc là-dessus. Donc appliquer un filtre qui va jouer sur la balance de blanc. Une balance de blanc, mais la balance de blanc, tu l'as fait avec quoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait ici, l'écrêtage, c'est une balance de blanc, en fait. Hein. On est en train d'indiquer, oui, de rétablir le blanc, en fait. Hein. Ah, tu parlais de balance des couleurs, oui. Balance des couleurs, oui, c'est à tester aussi, mais je pense que quand on a affaire à des images qui ont des dominantes de couleurs, ça peut être une bonne solution de passer par ceci. La balance des couleurs ne va pas modifier la dynamique, les contrastes et la luminosité. Il faut vraiment tester et après tu sens vers quoi tu dois aller. Maintenant, la balance des couleurs peut s'ajouter à ça, hein, en plus. Là, on est dans une logique de retouche plus longue, alors. On n'est plus dans 1 minute pour faire une retouche sur une photo. Vraiment, cette technique de l'écrêtage de l'histogramme, c'est génial pour retoucher rapidement des photos. Bon, je vais essayer avec la vieille photo couleur Rocky Mountain. Voir si on sait améliorer les couleurs. Genre photo de diapositive ici, hein. Enfin diapositive, couleur de diapositive clairement. Alors j'ajoute un calque de réglage de type niveau. Cette fois-ci j'y vais pas par la palette des calques, je peux y aller aussi par le menu au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Et voyons un peu, donc là je suis en train de travailler sur les 3 couches en même temps, donc c'est pas un problème de luminosité ici, vraiment je pense que c'est plutôt un problème de couleur, donc je ne touche pas au réglage ici, je vais aller sur chacune des couches. Voilà, on a les informations de lumière rouge qui n'occupent pas tout ce qu'elles pourraient occuper, donc je vais rétrécir là, comme ça, resserrer. Même chose pour la couche verte. Même chose pour la couche bleue. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'amélioration de la photo? Si j'enlève l'œil en face du calque de réglage dans la palette des calques, je pense que, oui, on a quand même une amélioration. Et là, je n'ai même pas encore joué sur les tons moyens. Parce que bon, il y a quand même encore une dominante bleutée, donc je vais aller voir dans la couche bleue, modifier les tons moyens de la couche bleue dans l'autre sens, voilà, ça devient un peu plus verdâtre, moins bleu, logique, hein. Si je vais vers la gauche c'est plus de bleu et vers la droite c'est plus de rouge et vert ça fait du jaune quand on mélange des lumières. Bon, maintenant si c'est trop jaune, je vais peut-être aller sur la couche verte ici, ramener un peu de rouge. Enfin voilà, il faut aller tester ça. Une technique intéressante aussi, on n'aura pas le temps vraiment de voir, je pense, c'est de multiplier les calques de réglage et puis... Donc voilà. Mais ça reste une vieille photo et cette photo-là, pour l'améliorer, j'ajouterai un calque de réglage de type courbe en plus, mais on va pas compliquer les choses pour l'instant. Déjà, réglage niveau, c'est pas mal. Et donc, je disais, une solution pour trouver le bon réglage, c'est aussi de faire un premier réglage comme ça. Ensuite, enlever l'œil en face du réglage et en ajouter un nouveau calque de réglage de type niveau, qui lui a son œil en face.
et à nouveau modifier les choses. Essayer de trouver. Et puis, il faudra comparer les résultats et garder que le meilleur, en fait. Hein. Voilà, bon, imaginons, tiens, je viens de faire un deuxième réglage. Ça, c'était le premier. Donc, ok, deuxième, premier, lequel est le meilleur? Ben, il faut décider. En les affichant comme ça. Ok. Mais vous savez quoi? Celui du dessus, le dernier là que j'ai fait, je trouve que pour les sapins et la montagne, il est pas mal. Et celui du dessous, c'est surtout pour la rivière qu'il est bon. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Je vais dans le masque de fusion, dégradé. Un dégradé qui empêche que le réglage du dessous aille sur les montagnes. Ici, un dégradé qui empêche que le réglage du dessus, il faut que je l'affiche, le réglage du dessus aille sur la rivière. Et voilà. J'ai deux réglages qui agissent. Hein. Donc ça, c'est les montagnes. Celui du dessus, le dernier que j'ai fait. Et ça, c'est la rivière. Bon, pas mal ça. Hein. Avant, après. Ouais, ça a quand même plus de dynamique. Alors ici, je vais utiliser l'image courtroom, le tribunal, et on va voir que l'approche va être un peu différente ici. Quand je vois cette image, je me dis, tiens, pour lui donner de la dynamique, je vais utiliser une autre technique qui est l'accentuation des détails avec le filtre renforcement accentuation. Il y a plein d'autres manières de faire, mais ça pour améliorer rapidement une image, ça peut être bien. Bon, alors, quand je mets les trois curseurs au minimum, bon, il n'y a rien qui se passe. Quand j'augmente fort le gain et un peu le rayon, ça devient super net. Mais c'est pas bon, il y a une technique meilleure qu'on verra pour mettre de la netteté. Ce qui m'intéresse, c'est que ce réglage accentuation, que je suis allé chercher dans filtre renforcement accentuation, quand on inverse, quand on fait beaucoup de rayons et peu de gains, on donne de la dynamique aux images en fait. Si je décoche aperçu, voilà, c'est comme si on avait une couche de poussière qui s'en va. Très intéressant dans les photographies de paysage où on a de l'atmosphère qui a rendu terne les paysages. Je clique sur OK et voilà, les pixels sont modifiés. J'annule. Encore mieux que ça. Si je convertis avec un clic droit le calque en objet dynamique, voilà, c'est un objet dynamique. On avait vu ça au tout début, hein, les objets dynamiques, je pense. C'est un calque conteneur qui contient tous les pixels. Si je remets le même filtre renforcement accentuation, en fait, tous les filtres qu'on met sur un objet dynamique vont apparaître dans la palette des calques. On va pouvoir les retirer ou les modifier. Voilà, dès que je clique sur OK, il est là. On peut le désactiver. On pourrait même, dans son masque de fusion, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image. En double-cliquant sur le nom du filtre, on peut le remodifier. Voilà. Donc pensez à ça quand vous mettez un filtre. Si vous le mettez sur un objet dynamique, il va apparaître dans la palette des calques. Et vous allez pouvoir le désactiver, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image en mettant au gros pinceau noir là-dedans ou un dégradé. Et modifier le filtre en double-cliquant sur lui. Voilà, et donc dans le cas de cette image... Tu t'es déjà posé la question de savoir... Voilà. Là-dessus, j'ajouterai un calque pour désaturer un peu parce que le bois est quand même un peu péchu au niveau de la couleur, mais bon, vous avez vu le principe. Pensez à ça pour les paysages, donc c'est très très intéressant cette technique de l'accentuation
inversé comme ça, peu de gains, beaucoup de rayons, ça fait des miracles pour enlever les particules dans l'air, les paysages ternes.